Frédéric Jean, le cancre pédagogue. Votre balado pédago. Céline, docteur Céline Lamy, dis-moi qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui, je t'écoute. Ah, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? On parle de peut-être d'abord la question de mon bouquin, puis de la question du surdiagnostic. Ça te va? Vas-y, absolument, vas-y, je t'écoute. Mais c'est ça, en fait, le postulat du livre part de l'idée que j'ai 20 ans d'expérience. J'ai mis mes pieds la première fois en pédopsychiatrie il y a 20 ans. J'étais jeune étudiante à l'époque, puis ça va faire 15 ans que je suis pédopsychiatre. Puis en 20 ans, il y a quand même quelque chose qui m'a questionnée autour de... Il y a 20 ans, quand on allait en pédopsychiatrie, c'était vraiment ce qu'on appelle la pédopsychiatrie lourde. C'est-à-dire que c'était des jeunes avec des symptômes très compliqués. On parlait de psychose, on parlait de dépression sévère. Et puis petit à petit, je dirais dans les 10 années passées, j'ai vu arriver des jeunes qui, quand on les voit dans la salle d'attente, on se dit qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe. Puis quand on lit les requêtes, on voit que les requêtes sont faites parce que le jeune s'agite, parce que le jeune parle trop, parce que le jeune est pas fin, est tannant. Puis là, je me suis dit, est-ce qu'on en est rendu justement à avoir modifié tellement nos classifications que n'importe quel mouvement de l'enfance maintenant est comme rentré dans une problématique psychiatrique. Donc, j'ai vu vraiment, évoluer le profil des jeunes dans mon bureau, où à l'époque, j'avais un jeune, un adolescent qui rentrait dans la psychose, qui était délirant, c'était manifeste, on était dans de la schizophrénie qui arrivait. Puis là, comme aujourd'hui, par exemple, j'ai dans mon bureau un petit gars bien sympathique qui a 7-8 ans, puis qui arrive là parce que ça marche pas à l'école, puis parce qu'il s'agite. Donc, tu vois, en 20 ans, j'ai vu changer ce profil. Et puis, évidemment, il y a la question du diagnostic. On me dit, est-ce que ces jeunes-là ont un TDAH, ou on me les envoie parce qu'on a posé un diagnostic de TDAH, puis on me dit, docteur Lamy, on vous les envoie parce que toutes les médications, là, fonctionnent plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Donc, la question, c'est est-ce que je propose des cocktails de médication, ou est-ce que je refais l'évaluation en me disant, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a comme pas compris dans l'affaire de l'enfant? Et dans le livre, c'est ce que je postule, c'est qu'il y a, ce que je postule, puis je suis pas la seule, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont initialement un diagnostic de TDAH, parce que c'est ce à quoi on pense le plus vite, mais pour lesquels c'est pas forcément le bon diagnostic. Il y a une étude qui est sortie là, puis qui est publicisée sur 800 000 enfants québécois, donc là qui sort en 2024, 800 000 enfants québécois qui ont un diagnostic, pour un tiers d'entre eux, ce diagnostic n'est pas le bon, c'est juste de l'immaturité. Donc un tiers de 800 000 enfants québécois qui sont mal étiquetés et qui prennent peut-être une médication. Un tiers de 800 000, je te laisse calculer, moi je ne sais pas ce que ça donne, mais je trouve que ça fait beaucoup. Donc dans le livre, je me disais, OK, arrêtons-nous là. Il y a clairement une précipitation au niveau des diagnostics. Puis ma question, c'était pourquoi on en est là? Ça vient d'où? Ouais. C'est toujours la même question. C'est qui les responsables? Et puis là, les responsables, c'est pas... Il y en a qui ont tendance à dire, s'il y a un diagnostic qui a été fait, c'est quand même le médecin. Donc, est-ce que c'est le médecin le responsable? Ouais. Sauf que la question, c'est qui nous envoie aussi l'enfant? Je veux dire, moi, je ne croise pas quelqu'un dans la rue puis je lui dis, tu as un TDAH. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même une démarche de nous envoyer l'enfant pour un diagnostic. Donc, la question aussi, certains se disent, est-ce que c'est les parents? Mais si on regarde aussi, les parents, souvent me disent, nous, on vient, mais parce que l'école nous dit de venir parce qu'elle pense qu'il y a un TDAH. Donc, dans mon livre, j'essaye de décortiquer tous les systèmes, la santé, les parents, l'école, en se disant, est-ce qu'il y a là à voir quelque chose d'un coupable? La réponse est non. C'est-à-dire qu'on est tous dans un système, et c'est ça qu'on oublie, c'est-à-dire qu'on est des petits soldats d'un système au-dessus de nous qui nous donne des injonctions, puis qui nous dit, voilà comment être un humain acceptable, un autre bon petit soldat. Donc, c'est comme si on était un peu les bras armés d'un système qui nous dit, voilà, maintenant, un enfant ou un être humain, ça doit pas trop bouger, ça doit pas trop parler, ça doit être bon à l'école, ça doit avoir ci, ça doit avoir ça. Puis faites-vous en sorte, parents, médecins et écoles,
que ces bons petits soldats-là deviennent des citoyens acceptables. Donc, j'en parlais encore il y a quelques jours, puis là, j'ai vu un article qui est sorti dans la presse de Marie-Christine Brault, qui est sociologue et qui dénonce le surdiagnostic aussi. On dit la même chose. On essaie toujours de pointer la responsabilité de quelqu'un. Des fois, c'est l'enfant qui est tout croche. Des fois, c'est les médecins, les parents, l'école. Mais on oublie qu'au-dessus, il y a quand même un marionnettiste qui, lui, se marre en nous voyant nous désigner les uns les autres, puis qui est comme un système qui est complètement caduque et dinosauresque. Puis alors, évidemment, on s'entend qu'il y a les politiques là-dedans, qui nous donnent des enveloppes budgétaires, puis qui nous disent, en gros, on vous donne des sous, mais ils nous donnent des sous pourquoi? Pour avoir plus de joueurs dans un système qui ne fonctionne pas et dans un truc où on ne fait pas des choses très jolies. Donc, tu sais, c'est plus ça, finalement, que je dénonce à la fin du livre, c'est on peut toujours chercher un coupable dans le sous-système, mais tant que les systèmes, au sens large, ne se remettent pas en question, ça ne fonctionnera pas. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marius Bourgeois, conférencier et coach chez Esquadédu. Saviez-vous que le podcast est une opportunité de développement professionnel qui gagne en popularité? C'est accessible, inspirant et informel. Si vous avez le goût d'élargir votre point de vue sur le leadership et de rencontrer des leaders qui transforment l'éducation à leur façon, je vous invite à découvrir Tout le monde est un leader, le podcast, en visitant le esquadédu.ca. Votre balado pédago. Céline, c'est correct si je t'appelle Céline? Ben oui, ouais, voyons. Okay. J'ai comme un conflit cognitif. Je t'explique. Ouais. Puis, merci de m'éclairer. On s'est parlé après entrevue, là, mon passage scolaire dans les années 80, qui était sans doute le même style. Là, je vais essayer d'être plus clair. Le fait d'être assis, suivre un cours théorique, faire les évaluations, sortir à l'extérieur pour la récréation, attendre la cloche, revenir. On fonctionne encore en cloche, là, OK? Les horaires, les cours. Mais là, je remarque que ce qui fonctionnait dans les années 80 ne fonctionne plus aujourd'hui. Puis je me pose la question, pourquoi ça ne fonctionne plus? C'est multifactoriel, puis on n'a pas encore toutes les réponses. La première chose quand même, puis moi aussi, je suis des années 80, donc je vois bien les classes que tu me décris. Globalement, dans ma classe, il y avait un petit gars, souvent c'était un petit gars, un peu tannant ou un peu difficile, et encore, pas tout le temps. Donc c'est sûr que là, comparé à nos 15 ou 20 sur 30, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Mais première chose déjà, puis je ne sais pas si c'était le cas ici, mais moi en Europe c'était ça, c'est que malheureusement, que ce soit à la maison ou à l'école, on était raisonnable, non pas parce qu'on était intérieurement raisonnable et puis qu'on était génétiquement différent, mais on était drivé par quelque chose qui s'appelle la crainte. Moi, j'avais peur de mes parents, clairement. J'étais éduquée de façon très difficile, puis à l'école, c'était pas évident. C'est-à-dire que finalement, mes parents puis les profs disaient « Hey, que je les rends raisonnables ». Mais moi, j'étais raisonnable avec mes parents parce que j'avais peur de perdre le lien d'attachement avec eux. Je voulais pas les décevoir. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une éducation plus coercitive, plus difficile, qui faisait que, on n'avait pas le choix, malheureusement. Puis je veux pas qu'on revienne à ça. Parce que là, on nous dit maintenant, il y a les gens qui disent « Ouais, mais à notre époque, nous, on était des... » OK, peut-être qu'on était des enfants raisonnables et qui travaillaient à l'école. Mais qui sommes-nous maintenant? Je le sais, j'en parle, j'ai 45 ans, j'ai pris des antidep, j'ai été voir des psys parce que j'avais de l'anxiété de performance, parce que j'étais jamais certaine d'être à la hauteur. J'avais toujours l'impression de décevoir mes parents. Et encore même maintenant, à 30-40 ans, des fois, je les appelle pour dire « Hey, papa, je suis allée à la radio. » C'est genre la petite fille qui rend des comptes à son père. C'est ça que ça a donné. Alors oui, peut-être que les classes étaient plus cool à l'époque, mais ça a fabriqué les adultes qu'on est qui sont, on va le dire, complètement névrosés. Donc, finalement, ça s'est déplacé, tu vois. Le mal s'est déplacé, puis on est quand même des adultes. Il y en a plein qui vont me dire, moi, je vais bien. Mais ça veut dire quoi, aller bien? Honnêtement, notre génération, là, on ne l'a pas facile. Puis en plus, on doit maintenant, donc si on revient sur les enfants actuels,
clairement, les enfants actuels ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que nous, on n'était pas baignés par les réseaux sociaux. Quand je pouvais, si je devais aller chercher une info, il fallait que j'aille à la bibliothèque. Ça me prenait une demi-journée. Maintenant, je clique sur Google. Puis, tu sais, les enfants, ils ont accès à tout, au mieux comme au pire. C'est-à-dire, clairement, ils sont beaucoup plus stimulés que nous à l'époque. C'est-à-dire que nous, pour être stimulés, pour apprendre des trucs, fallait en vouloir. Puis les seules sources de stimulation et d'apprentissage qu'on avait, c'était très descendant de la part du prof. Donc on se disait, si je veux apprendre, j'écoute mon père ou je regarde comment il fait ou j'écoute le prof, point barre. Alors que maintenant, honnêtement, entre une capsule YouTube faite par, quelqu'un qui est fun puis qui décrit des trucs versus un prof des fois en face, en présentiel, qui est super chiant, c'est sûr que les enfants, ils ont accès à tout ça. Donc oui, c'est pas les mêmes. C'est sûr aussi qu'on est rentré dans une ère de parentalité. Les parents sont pas les mêmes. C'est-à-dire que moi, je me mets pas dans la génération des nouveaux parents, là, les trentenaires et autres, qui sont dans la parentalité bienveillante et positive, où ils ont plus tendance à vouloir écouter l'enfant, à accueillir les émotions. Mais ça aussi, ça change beaucoup. C'est-à-dire, du coup, on est dans une bascule face à ça et les parents qui veulent comme rattraper peut-être quelque chose en se disant « on veut plus du tout de cette éducation coercitive-là, de ce qu'on a vécu », ils vont des fois un petit peu dans l'excès inverse. Parce que la parentalité bienveillante et positive, c'est cool. Sauf quand c'est appliqué de façon dogmatique et que c'est mal compris. Ce qui fait qu'on a je vois, des parents qui, quand ils utilisent mal ces préceptes-là ou qu'ils les utilisent de façon tellement dogmatique qu'ils en deviennent inauthentiques, puis de fait, ça devient aussi conflictuel avec les enfants qui ont pas de cadre, pas de limite. Puis c'est ça, c'est que la parentalité bienveillante, on est beaucoup à dire, c'est très cool l'idée d'être bienveillant, parfait. Mais quand c'est excessif, puis que le parent, il en perd deux choses qui sont essentielles, c'est-à-dire l'autorité au sens beau du terme. Autorité, ça vient du latin augere, qui veut dire faire grandir. Donc, quand le parent, il oublie qu'il doit quand même l'autorité, puis qu'il reste le parent qui doit faire aussi de la discipline au sens d'être un guide pour son enfant, là, on est dans un truc méga laxiste. Et j'ai autant d'enfants qui vont pas bien parce qu'ils sont trop viciés, que d'enfants dans mon bureau qui vont pas bien parce qu'ils n'ont pas de cadre. Donc, tu sais, je dirais que c'est multifactoriel. Oui, les enfants sont pas les mêmes, les parents sont pas les mêmes, puis la société actuelle est pas la même aussi. C'est-à-dire que comme on est dans une société très capitaliste aussi, qui a continué à donner des injonctions, tous les adultes qui sont responsables des enfants sont un peu pognés en disant « Oui, j'ai une grande mission là. » Tu sais, les parents disent souvent c'est un métier, on dit le métier de parent. C'est lourd ça. Tu sais, quand on fait naître un enfant, on a 3 casquettes de métier. On est le stagiaire qui a lu 12 000 livres de parentalité, mais qui, clairement, ne sait pas ce qui va se passer. On est le chef d'entreprise parce qu'on a fabriqué l'entreprise. Puis on est aussi le directeur des ressources humaines qui gère les relations dans la famille. Sauf que là, on pourrait se dire « Hey, c'est cool, je vais pouvoir gérer ma petite entreprise avec mes 3 casquettes. » Mais non, mon chéri, tu as un grand patron au-dessus de toi que tu as oublié. Le grand patron qui s'appelle le système, puis qui te dit « Hey, nous, on te demande de créer un bon citoyen qui soit pas trop revendicateur, mais qui suivent les normes, pour pas non plus remettre en cause trop le système. » Donc, on est pris là-dedans. Donc, c'est pour ça que dans mon livre, je dis, la seule façon, c'est qu'à un moment donné, les adultes désobéissent. Alors, je demande pas de l'anarchie, ni de faire le bazar. Il y en a qui disent, les pédopsychiatres punk, c'est pas ça l'idée. Mais tu sais, tant qu'on va continuer à rentrer dans les chaussons de ce système-là, on continuera à créer des enfants qui vont de plus en plus en décalage, puis qui vont péter, entre guillemets, parce que les symptômes qu'on voit dans les bureaux, c'est des symptômes d'enfants qui disent « Hey, ça fait plus de sens, tu veux me mettre dans un moule, mais ce moule-là, c'est comme, ça ressemble plus à grand-chose. » Nous, les enseignants, on est comme les alliés de la société. Hein? Les adultes, tous, pas juste vous. OK. Tous les adultes, pour le moment. Les parents, les médecins, les enseignants. Puis, en fait, pour le moment, on n'a pas le choix. Oui, on est les bras armés d'une société très capitaliste qui ne nous laisse pas le choix.
Et pourtant, on le voit, il y a plein d'initiatives qui sont ici, qui sont ailleurs, qui sont faites dans une forme de désobéissance créative où on est capable d'accompagner les enfants différemment. C'est qu'il y a plein d'initiatives qui se font ici, il y en a plein en Europe, rien qu'à l'école, puis ça marche bien. Oui, c'est vrai. Si on peut comparer avec la Norvège, là, mettons. Là. Oui, par exemple, sur le côté des notes, sur le côté des cours sur l'empathie, des cours d'altruisme, dès la garderie, les enfants qui dorment dehors. Alors les gens disent, mon Dieu, on ne va pas foutre nos enfants dehors. J'ai reçu une photo de la garderie de mon fils là, qui fait le programme nature et ils ont fait la sieste dehors. C'est repenser, c'est quoi les besoins d'un enfant? En fait, c'est que beaucoup me disent, c'est quoi les solutions, docteur Lamy? Si on cherche des solutions rapides, on va être un petit peu dans la même position que le médecin à qui on dit, c'est quoi le problème? Vite, pouvez-vous trouver une solution? Puis là, la solution la plus rapide, c'est la médication. La seule façon qu'on a de résoudre le problème, c'est que tous les acteurs de l'enfance doivent se poser, non pas chacun dans leur petite paroisse pour trouver des solutions dans leur petit système, mais tous ensemble. Tous les médecins qui s'occupent des enfants, les enseignants, certaines associations de parents, etc., pour se dire, OK, c'est quoi déjà un enfant? Pas un enfant normal selon nos classifications psychiatriques. Un enfant, c'est quoi? Puis ça a besoin de quoi? C'est vraiment simple. Un enfant, ça n'a pas besoin de grand-chose. Puis on est venu complexifier ça. Un enfant, ça a besoin de jouer, ça a besoin d'aller dehors. Mais je te demanderais, est-ce que dès que l'enfant quitte à peu près la garderie, est-ce qu'il peut encore jouer? Puis est-ce qu'il est encore dehors quand on met les pieds à l'école? Oui, il y a des écoles qui essayent, mais pour vrai, on les coupe de 2 besoins vitaux, fondamentaux. Il suffit de lire Richard Loup qui a écrit Last Child in the Woods, qui est vraiment une enfance en liberté, où il dit que les enfants ont un déficit de nature. Puis ce déficit de nature, ça crée des problèmes de comportement, des problèmes d'inattention, etc. Il suffit de lire Peter Gray qui écrit sur le jeu libre, puis qui dit, mais on ne laisse plus les enfants jouer librement dès la petite enfance. Donc, je veux dire, ça, c'est des fonctions essentielles pour un enfant. Donc, c'est comment penser nos institutions, nos lieux, pour que l'enfant se sente accueilli. Ne serait-ce que dans une ville. Est-ce qu'un enfant dans une ville se sent accueilli? Il y a plein d'articles là sur des endroits no kids. Pas dans les restaurants. Il y a certains des restaurants maintenant qui interdisent l'entrée à des enfants parce que les clients se plaignent, trop de bruit, trop de mouvement. Certains musées qui refusent l'entrée à des enfants. Donc, est-ce que l'enfant est capable de se sentir accueilli dans le lieu où il vit, alors qu'on sait effectivement que l'enfant, il a besoin d'expérimenter par son corps, d'explorer, puis que son histoire de vie va se faire aussi avec tous les souvenirs de son enfance. Donc, si tu es dans un endroit tout le temps où on te dit « pas ci, pas ça, pas comme ça », qu'est-ce que tu peux faire? En fait, je me dis maintenant, nos enfants doivent en permanence se dire « bon, en fait, vu que je peux rien faire, qu'est-ce que je peux encore faire ?» Et si on se pose la question, je trouve ça assez tragique. Honnêtement, puis je dis tragique, mais moi, j'ai vraiment, excusez-moi l'expression, les boules quand j'y pense. Je me dis, qu'est-ce que nos enfants peuvent encore faire? Ce que ça provoque, là, de fait d'être en boîte, j'imagine que c'est une cause aux troubles reliés au comportement? Ben oui, entre autres. Tu sais, parce qu'il y a quelque chose de très réactionnel. C'est sûr que là, si on parle des petits gars, par exemple, les petits gars, c'est ça, on dit les petits gars décrochent plus, etc. Mais en même temps, à un moment donné, quand tu es pressé comme un citron, puis que naturellement, ton élan de mouvement, puis ton envie de bouger, elle est réprimée, on le sait qu'il y a la zone au niveau du cerveau, de tout ce qui est motricité versus celle de l'attention et de la concentration sont liées. Donc, je veux dire, si tu prives et que tu coupes l'enfant de son corps, on lui dit en gros, soit un cerveau sur pattes. Juste un cerveau, ça marche pas. On coupe les enfants de leur corps. Puis je sais que tu es enseignant, puis j'ai un profond respect pour les enseignants, mais je me dis, il y a quelque chose de fondamentalement plus physiologique dans ce qui se passe à l'école, avec ce qu'on sait des neurosciences maintenant. À l'époque, dans nos époques, on ne savait pas tout ça sur le cerveau. On pensait que pour apprendre,
fallait contraindre l'enfant, fallait l'obliger, lui faire des lignes, fallait répéter, puis fallait qu'il nous craigne. On sait maintenant que ça marche pas. On sait que l'enfant, il doit se sentir en sécurité, qu'il doit pas avoir des enseignants qui hurlent, il doit sentir que son enseignant est une figure d'attachement sécure, puis ça doit pas être trop le bazar autour. Est-ce que c'est ça au quotidien? La réponse est non. Donc oui, c'est sûr qu'on a de plus en plus d'enfants qui crient entre guillemets au scandale. Ça veut pas dire que les enseignants sont pourris. Ça a rien à voir. Moi, j'ai plein d'amis enseignants qui me disent « j'en peux plus, c'est pas ça mon métier ». Ou qui me disent « je dois aller me former à droite à gauche » ou « je vais en fin de semaine faire des séminaires pour apprendre des trucs cool, puis pour aller bien moi-même ». Mais quelle tristesse, en fait. Oui, c'est une tristesse. Moi, je viens de sortir d'une expérience très exigeante dans un beau petit coin. Et je t'explique un peu parce que peut-être que toi, tu vas m'apporter des clés de compréhension. J'avais une classe et l'école. Je me suis rendu compte rapidement qu'il y avait de l'hypervigilance de la part de mes élèves. Il y avait de l'hypervigilance de la part du personnel. Puis il y avait de l'hypervigilance de la part des parents. Ça m'a littéralement secoué. J'étais dans une classe où, normalement, on dit normalement, je ne sais même pas si je devrais dire ça, là, Céline, là, mais où est-ce que on devrait avoir des enfants c'est une classe en intensif où on devrait avoir des enfants qui sont un peu plus performants, disons, OK? Oui, je ne veux pas m'engager dans une guerre de performance, c'est pas ça que je dis, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que ces jeunes-là étaient hyper vigilants, puis il y avait de l'anxiété liée à la performance. Et je faisais des quiz de semaine qui sont littéralement des preuves de leçons. Là. C'est juste pour voir, as-tu étudié? Puis si tu n'as pas étudié, si tu as une mauvaise note, c'est pas parce que tu es un mauvais élève. C'est juste pour moi. Ça, je leur expliquais. C'est juste pour moi un indicateur que, oh, OK, on va mettre plus d'énergie là-dessus. Mais à chaque fois que je faisais des évaluations, je faisais de la gestion de classe pas possible. Ah ouais. J'étais chanceux parce que j'ai eu une stagiaire qui m'a accompagné alors qu'on était supposé prendre la classe en charge et j'ai refusé catégoriquement. Je dis non, t'es pas prêt pour ce genre de situation-là, avec ce type de clientèle-là, parce qu'elle n'a pas appris comment gérer ça à l'université. Et moi, j'ai appris sur le tas. Hein? Puis, on arrive avec une situation où on a décidé de faire du team teach et ça l'a aidé. Mais comment? Les élèves qui étaient en hyper-vigilance, ceux qui sortaient le plus du lot, on est allé dans une autre classe, puis je me suis assis avec eux. Là. Puis elle gérait ceux qui étaient capables de se débrouiller, disons, là, avec leurs émotions. Fait qu'on a des enfants qui sont émotivement, je crois, là, OK? Je suis pas un spécialiste, mais je vois qu'ils sont émotivement hypothéqués. Je vois aussi des parents, comme tu as su si bien le dire il y a quelques instants, en parlant de névrosé. Un parent qui a une certaine névrose ou un parent qui n'est pas stable, ben c'est comme le chêne, ça, de la famille. Est-ce que ça se peut que ça puisse jouer aussi avec l'hypervigilance de l'enfant? C'est évident. En fait, à la base, le parent, c'est supposé être la figure d'attachement. C'est quoi la figure d'attachement? Très vite. Quand un bébé est né, il est complètement dépendant. C'est logique, je veux dire, c'est ça. Sinon, s'il n'a pas quelqu'un, il meurt. Mais on oublie que c'est pas uniquement qu'il a besoin de manger, d'être changé, puis qu'il a besoin de sécurité physique, il a aussi besoin de sécurité affective. Parce que s'il n'a pas de sécurité affective, on a fait plein d'observations dans les années 40 ou 50, cet enfant, il régresse et il meurt psychiquement. Figure d'attachement, c'est quoi? C'est que je suis dépendant, j'ai besoin d'être rassurée, je vais envoyer des messages, je pleure, je m'agite, et la personne qui s'occupe de moi doit l'entendre, s'activer, se pencher vers moi et faire quelque chose pour me soulager, pour me rassurer. Ça, c'est la séquence classique. Donc, c'est une danse relationnelle entre le nourrisson et le parent. Et ça, c'est quand ça se passe bien, puis que le parent, il comprend, il est capable de décoder, etc. Dans 60% des cas, l'attachement, il est sécure, c'est-à-dire globalement, le parent, il fait plutôt bien sa job,
Et puis, il a répondu, pas toujours parfaitement, tu sais, c'est évident qu'on a merdé plein de fois. Mais globalement, l'enfant, il s'est dit, OK, je peux compter sur cet adulte, je peux compter sur les adultes, et ensuite, je vais donc pouvoir aller explorer le monde et aller en relation avec d'autres gens parce que je suis en sécurité. Malheureusement, dans 40% des cas, l'attachement, il est insécure. C'est-à-dire que le parent, pour plein de raisons, puis là encore, je ne veux pas que les parents se culpabilisent, mais il y a des problématiques de santé mentale, il y a des hospitalisations, il y a plein de choses. Les parents ne vont pas répondre super adéquatement aux besoins de réassurance de l'enfant. Donc, soit ils ne vont pas comprendre et ils vont répondre à côté, puis l'enfant, à un moment donné, il va accentuer son intensité, il va se mettre à pleurer, puis on va dire « Ah, cet enfant-là, il est hyper énervé, mais non, il y a quelque chose, tu réponds pas à son besoin. » Donc, des enfants qui vont se mettre à hurler, puis à un moment donné, vu qu'ils vont pas avoir de réponse, ils vont se couper de leurs besoins. Ils vont se mettre, et on le voit très bien, on a fait des observations dans les années 40-50, ils se coupent et ils deviennent quasiment amorphes. On voit des photos de bébés qu'on les regarde dans le vide, comme s'ils n'étaient plus là. Ils se coupent de leurs besoins et de leurs émotions. Puis, ça devient des enfants qui se coupent de leurs émotions puis qui n'ont plus besoin de personne. Donc, ça va donner des enfants qui peuvent être un peu rough et puis qui ont besoin de personne, qui ont l'air d'être indépendants, puis qui ont des petits bums. À l'inverse, il y a aussi des parents qui vont répondre, mais de façon incohérente. Une fois, je réponds, une fois, je réponds pas. Donc, les enfants vont avoir un système d'attachement insécure, mais qu'on appelle cette fois anxieux. Genre, je ne sais jamais si mon parent va être là. Donc, oui, ça va donner des tempéraments anxieux. Ça va aussi donner, dans le futur, des adultes qui vont être très dépendants des autres. Donc, ça va pouvoir donner à l'adolescence, des fois, l'émergence de personnalités limites ou borderline, tu sais, des ados qui montent en puissance puis qui vont menacer, si tu me quittes, je me coupe, etc. Bref. Puis, je dirais le plus grave des cas de l'attachement insécure, c'est des parents qui vont répondre malheureusement aux besoins, mais par de la violence ou de la maltraitance ou de la négligence. Donc là, l'enfant va être extrêmement réactif, puis ça va donner des attachements qu'on appelle désorganisés. Et désorganisé, ça donne quoi? Ça donne un petit gars ou une petite fille qui bouge tout le temps, qui franchit toutes les limites des autres, qui est rough. Ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à un TDAH. Mais ça n'en est pas un. Donc, tu vois le problème qui m'arrive, mon cher Fred. C'est que du coup, ces enfants-là, l'école, et je comprends très bien, va dire ils bougent, puis ils n'ont pas dans l'idée toute l'histoire de l'enfant. Donc, c'est un TDAH. Les parents vont être pressionnés en disant, là, il faut qu'on lui donne une médic. Évidemment, mes collègues médecins de première ligne ne sont pas formés à tout ça. Je veux dire, on n'est pas pédopsychiatre pour rien, tu sais. Donc, du coup, ils vont des fois faire une requête, mais la requête, elle va être longue avant que le gamin il arrive à nous ou que le CLSC entre en compte. À un moment donné, ils sont pris au pied du mur puis disent, on va comme donner une médication en attendant. Oh. Mais donc, c'est ça, en fait, quand tu disais la responsabilité des parents, somme toute, oui, nous sommes la figure d'attachement de nos enfants. Puis, si l'attachement est sécure, c'est un enfant qui va beaucoup mieux résister au stress, qui va être beaucoup plus résilient et qui va, oui, des fois être en hypervigilance, mais qui va dealer avec ça, puis ça ne va pas l'empêcher de fonctionner cognitivement. Alors que ces enfants qui ont de base une insécurité, cognitivement, il y a déjà quelque chose qui part mal. Puis on le voit bien, il y a pas mal d'études là-dessus sur les enfants avec des problématiques d'attachement. Ça joue au niveau du cortex préfrontal, ça joue au niveau de l'amygdale, la gestion des émotions, au niveau de l'hippocampe, ça joue surtout la mémorisation, bref, la disponibilité à apprendre. Donc oui, tes enfants hyper vigilants, ça peut être des enfants qui ont des attachements insécures, ça peut être aussi juste des enfants qui vivent actuellement chez eux des choses difficiles, tu sais, de la violence, pas forcément vis-à-vis d'eux, mais être témoin de violence conjugale, c'est ce qu'on appelle un épisode adverse de l'enfance. Tu sais, c'est tout ça, en fait. C'est ça qui me met en colère et que je dénonce dans le livre, c'est quand on voit un gamin qui s'agite, qui n'est pas capable d'apprendre, est-ce qu'on peut arrêter de me dire en permanence que c'est un TDAH? Moi, je dis toujours, c'est un TDAH quand j'aurais tout éliminé, mais pas en premier. Arrêtons ça. C'est ça le drame du surdiagnostic. Ouf. Tu vois? Céline, je t'ai soufflé. Je sais. Je t'ai soufflé, puis je vais t'expliquer. Et je pense que c'est important de le dire. Mais moi, je suis une personne qui reçoit beaucoup les énergies. Je suis très sensible, OK? Puis, je te dis pas que je t'ai soufflé par rapport que tu es soufflante. C'est pas ça.
c'est que ce que je me dis, c'est que pendant que tu parles, mon hamster tourne à une vitesse folle. Puis j'ai une question à te poser par rapport à ça, OK? Devant le constat que tu nous fais miroiter. Ouais. Je me fais mes études que j'ai eues en éducation quand j'étais à l'Université Laval. On nous a parlé du modèle écologique de Bronfenbrenner, où il y avait le micro, le macro puis le mésosystème. Oui. OK? Ouais. Le microsystème, c'est la famille. C'est le noyau, OK? Moi, je fais partie du mésosystème. Ouais. Quand il y a un problème, OK? Puis là, je prends le scénario, je nomme personne, OK? Mais que ça vient de la cellule familiale. Si on prend le scénario que tu viens de nous expliquer, comment un enseignant dans le mésosystème peut-il arriver à aider l'enfant davantage? Je me pose de sérieuses questions. C'est déjà, comme je le disais, de ne pas se précipiter en disant aux parents, il s'agit de ça ne marche pas, c'est un TDAH. Il faut vraiment qu'on arrive à se poser. Ouais. Puis, c'est là où il y a un problème d'orientation de nos enfants. J'aimerais répondre précisément à ta question, mais pour le moment, on a un problème d'orientation des enfants. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une seule trajectoire. Ouais. Le méso, il y a un problème. Le micro dit « OK, je tiens ça en compte » et va vers la santé. Puis, donc, c'est comme trop rapide, en fait. Puis, c'est pas à vous d'aller décortiquer ça. Puis, attention, oui, l'histoire du micro, ça veut pas dire que la responsabilité, elle est 100% parentale. Quand je dis effectivement que les histoires d'attachement, c'est des parents qui sont brisés, c'est des parents qui n'ont pas eu de modèle. Certains, c'est l'enfer. Ouais, on est tous dans la merde en tant qu'adultes, pour le moment. C'est juste, je te parle juste d'un scénario, là. Je veux pas, je suis dans le même ligne que toi, Céline. C'est ça. Mais donc, de fait, j'ai envie de dire comment aider. La première chose, c'est que je veux vraiment dire aux enseignants, des fois, je les appelle personnellement en leur disant, s'il vous plaît, arrêtez de presser sur la question du TDAH, parce que ce mot-là, il vient souvent, malheureusement, et là, pour le coup, là, je tire un peu les oreilles, mais il vient souvent de l'école. Souvent de l'école, plus qu'on ne croit. Donc, de fait, souvent, j'appelle l'école en disant, j'ai reçu ce jeune, j'entends votre demande, j'entends que c'est compliqué, mais ça va être plus long et plus compliqué que vous ne pensez en termes de diagnostic et que je comprenne ce qui se passe. Et oui, j'entends que vous voudriez une solution rapide et que oui, peut-être la médication, un temps pourrait fonctionner parce que quand on donne quelque chose, moi, si on me demande qu'un enfant arrête de bouger, je suis capable de donner un truc, puis ça s'arrête. Je veux dire, on le sait tous ça. Mais c'est pas ça la question. C'est de comprendre au fond qu'est-ce qui se joue. Donc, comme je le dis dans mon bouquin, c'est une sorte de partenariat où on devrait casser les hermétismes entre nos systèmes. Le système scolaire est très hermétique, beaucoup plus qu'on ne pense. C'est moi, quand j'écris un courriel dans une direction ou à une prof, il tombe des nues. Hey, la pédopsychiatre, elle nous écrit. Puis je dis, je voudrais qu'on fasse une rencontre. Oh ben non, c'est bon, on gère. Hey, man, la pédopsychiatre qui connaît le gamin, on veut travailler ensemble. Puis c'est comme s'il y avait une panique, genre, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Est-ce qu'elle va nous remettre en cause? Non, je veux juste qu'on ait un plan et qu'on pense l'enfant. Puis je veux aussi vous donner un portrait que vous n'avez peut-être pas. Je veux vous parler de cette anxiété qui agite l'enfant et que vous pensez que c'est un petit ânon opposant. Je veux vous donner une autre façon de voir l'enfant. Donc, c'est vraiment qu'il y ait une interdépendance entre nos système médical, système scolaire et parental, qu'il y ait plus de tables rondes comme ça. Ça serait déjà super cool. Puis c'est pas à vous, c'est clair, de résoudre ça. Enfin, je veux dire, moi, je vous tire mon chapeau. C'est-à-dire que j'en ai un ou deux dans mon bureau, puis je vois comment c'est pas simple. Ouais. Mais là, je me dis, il y en a 20, il y en a 30. Je veux dire, c'est intenable. Mais c'est pas votre responsabilité. C'est pas plus complètement la responsabilité du parent en termes de solution ou de culpabilité, ni celle du médecin. C'est notre responsabilité à tous en tant que microsystème, et j'insiste, tant que le macrosystème, la société et donc les politiques tireront pas la sonnette d'alarme en disant « Hey, effectivement, je vais regrouper les gens qui pensent l'enfance, puis on va faire quelque chose qui a de l'allure. Tiens, si on repensait le système éducatif,
Si on soulageait les profs par rapport à ça, qu'on leur donnait d'autres outils, qu'on leur permettait de faire, je dis n'importe quoi, du Montessori, du Freinet, puis qu'on accepte au niveau de direction, que ce soit plus facile pour eux. Par exemple, si, par exemple, au niveau médical, on sortait un petit peu de la psychiatrie catégorielle qui pense que dans des boîtes avec le DSM, puis qu'on acceptait un peu plus de penser l'enfant, etc. Si on supportait les parents dès le départ, parce qu'il y a des familles, on le sent, on le voit, on le sait, dès la grossesse, on sait qu'il va y avoir des problématiques d'attachement. On le voit dans la façon dont la maman, le parent conçoit son enfant. Il le porte déjà pas psychiquement alors que l'enfant, il n'est pas là. On le sait. Donc, c'est comment beaucoup plus travailler en amont pour sensibiliser tous les adultes sur cette question essentielle de l'attachement. Je préférerais que les profs aient des jours de cours sur l'attachement plutôt que sur des troubles neurodéveloppementaux, parce que c'est la base. Vous êtes à l'école les figures d'attachement secondaires, dans le sens où il y a des gamins qui vivent des trucs horribles chez eux. Ben vous êtes l'adulte relais qui va peut-être pouvoir, par un regard, les réparer, entre guillemets, ou leur dire « Hey, tous les adultes ne sont pas tout croches. » Oui, c'est beaucoup en termes de responsabilité, mais ce que je dis à tous les gens que je croise, c'est qu'on a cette responsabilité à chaque fois qu'on regarde un gamin. Moi, quand je croise un gamin dans la rue, puis qu'il me regarde avec avidité, je me dis « Céline, c'est le moment, là. » Tu le regardes, tu lui dis « T'existes, je te vois comme t'es. » Puis ça peut tout changer. Moi, j'ai souvenir de ça dans mon histoire, d'un prof qui m'a dit « Hey, ça va pas, t'as pas l'air bien, mais je te vois dans ce que t'es. » Ça a tout changé. Quand on peut sauver la vie, mais on n'a pas besoin de grandes interventions. On ne parle pas de faire des signalements, mais déjà de considérer l'enfant, où qu'il soit. C'est la raison pourquoi, là, tu me donnes des émotions, c'est la raison pourquoi que j'ai parti ce pacte de compassion, dans le fond. Puis c'était de l'autocompassion, a priori, pour être tout à fait transparent. Et j'ai décidé de faire ça, puis ça donne un bien énorme. Mais j'ai vécu des failles par ces jeunes hyper vigilants. Normalement, et là, tu vas rire de moi, là. J'ai cru à tort que le pacte de compassion était efficace. Efficace, je te parle en temps de rapidité. Tu comprends? Ben oui. Bon. Mais j'ai réalisé que c'est comme si, parmi ceux-là, j'avais je l'ai déjà dit avant, des élèves bambous. C'est-à-dire que je plante une graine, ça ne poussera pas tout de suite. La deuxième année, peut-être non plus. La troisième, peut-être après 7 ans, ça va se mettre à pousser, mais ça va pousser à vitesse grand V, comme un bambou, dans le fond. Tu sais. On est dans un système... Pourquoi je te parle d'efficacité? Parce que ça m'a fait réaliser, surtout avec nous, avec le projet de l'INE là, qu'on a en éducation, avec notre ministre de l'Éducation qui nous parle d'efficacité, dans le fond. Mais on oublie l'émotion de l'enfant. Puis Puis je dis pas que l'efficacité, c'est mauvais. C'est pas ce que je dis. Il y a des belles idées qui ont été que j'ai eues avec M. Steve Bissonnette, que j'ai un profond respect pour son travail. Mais de l'autre côté, j'ai une Mylène Leroux qui parle du bien-être puis qui dit non. Avant d'aller là, il faut que l'enfant soit bien. Il n'est pas bien, l'enfant, là. OK? Ça, il prend un cadre, là. Puis lui, il répond, ben oui, mais le cadre, on va le donner, ça va être quelque chose d'efficace, structurant, tout le monde va travailler en même temps. Non, mais ça va peut-être rendre l'enfant hyper vigilant. Fait que là, c'est comme s'il y avait un discours de sourd, ou que je pourrais peut-être appeler, comme j'ai déjà lu dans un livre, un discours schizophrénique. Ouais. Ça se parle pas, là. Il n'y a pas d'écoute. Les deux parlent. Puis je dis pas que les deux sont dans le tort. C'est pas ce que je dis. C'est que là, c'est parce qu'ils veulent faire avancer leur point de vue, puis que je comprends qu'ils veulent faire avancer leur point de vue. Mais on a oublié une chose. Puis ça, tu l'as dit, tu me l'as martelé pendant au moins 38 minutes. L'enfant, il est où, lui? C'est ça. Puis oui, ils ont raison tous les deux, mais l'un après l'autre, c'est d'abord on sécurise. D'abord, on fait en sorte que l'hypervigilance ne soit plus. On fait en sorte que l'enfant soit bien, que ses besoins soient répondus. Et ensuite, oui, on va pouvoir bien sûr
questionner l'efficacité ou autre. L'un et l'autre vont ensemble, c'est très possible. Mais avant tout, il faut que l'enfant soit sécurisé. On le dit tout le temps, on le répète. Puis là, avant, c'était des idées de psy, genre, c'était des intuitions. Puis maintenant, les neurosciences de l'attachement. Moi, je suis ce qu'on appelle une psychiatre attachmentiste, donc solide sur les dernières études. Les études neuroscientifiques disent sans attachement sécure, on part mal dans tout, dans les relations, dans notre capacité à gérer les événements adverses, dans l'apprentissage, bref. Donc, est-ce qu'on peut, plutôt que déjà d'être dans l'étape d'après, d'essayer juste de sécuriser cette étape-là et de faire en sorte que peut-être on soit plus à 60% seulement d'attachement sécure, mais qu'il n'y ait que quelques enfants qui aient des attachements insécures, parce que oui, c'est sûr que c'est se dire, il y a beaucoup de situations, puis traumas, etc., qui font que. Mais déjà ça. Puis oui, après, on pourra peut-être parler d'efficacité, puis se dire, bon, ces enfants-là sont capables d'écouter, d'être attentifs, etc. Mais pour le moment, les gamins, ils sont perdus. Ils vont dans tous les sens. Puis crois-moi, ils savent, à l'école, moi, je les reçois, les gamins, ils savent, ils me disent, je suis poche, je vaux rien, je suis pas bon, je vaux 30%. Puis je lui dis, t'es pas poche, tu vaux pas 30%. Sur un moment donné, pendant ces trucs-là, tu as eu 30%, mais moi, je sais que quand tu rentres, puis je dis toujours le même exemple, je sais que quand tu rentres, puis que tu démontes ta radio, ton ordinateur, mais tu as 100%, tu es un champion. Donc je dis, ça n'a rien à voir. Puis de fait, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est ces évaluations pour une classe donnée à un moment donné, comme si les enfants étaient au même niveau. Ils sont peut-être au même niveau en termes de ce qu'ils ont entendu, puis ils ont reçu le même enseignement, mais est-ce qu'ils ont au même niveau affectif, émotionnel? Est-ce qu'ils vivent la même chose? Est-ce qu'ils ont le même attachement? Non. Donc, le gamin qui va avoir 90%, est-ce que c'est celui... Il y en a de plus en plus qui écrivent là-dessus. C'est pas vrai que l'école, il y a une égalité des chances. Quand on rentre le matin à l'école, oui, on est reçu pareil, mais on vient d'où? On vient pas de la même famille, on vient pas des mêmes... Il y a des gamins qui n'ont pas bouffé le matin, il y a des gamins qui ont vu leurs parents se bastonner toute la nuit. Donc non, l'égalité, c'est pas vrai. C'est un mythe. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça aussi? Joignez-vous au 42e colloque de la COPS les 26, 27 et 28 mars prochains pour une expérience éducative exceptionnelle. Compétences transversales et programmation, un atout favorable en éducation. Découvrez l'art de fusionner les compétences transversales avec le monde de la programmation, guidé par Karine Fournier et Frédéric Jean. Une conférence captivante qui promet d'insuffler une nouvelle énergie dans l'éducation. Explorez les synergies entre les compétences transversales et la programmation pour créer un environnement éducatif stimulant et propice à la croissance. Que vous soyez éducateur, administrateur scolaire ou simplement passionné d'éducation, cette conférence vous offre une opportunité unique de repenser l'apprentissage et de cultiver des compétences essentielles pour l'avenir. Réservez votre place et soyez prêts à transformer votre approche éducative. Pour de plus amples informations, visitez le acops.qc.ca. Mais le rapport parent était très éloquent là-dessus en disant qu'il voulait donner des chances égales à tous les élèves. C'était très éloquent, vraiment. OK? Puis il y avait vraiment une volonté politique d'aller vers ça. Mais au nom de la compétition, ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé complètement ailleurs. On est complètement allé ailleurs. Parce qu'on voulait... On veut aller trop vite. Ouais. Beaucoup. Puis on veut concurrencer le privé que le public subventionne à 75%. Excuse, ça, là, je trouve ça aberrant. OK? Je trouve ça aberrant. On a réussi à faire une compétition entre les écoles. Puis le parent, moi j'ai écouté un balado, là, je vais l'avoir en entrevue bientôt. Céline, là, je vais te dire comment que ça s'appelle parce que je t'invite à l'écouter. Ça parle justement du système à 3 vitesses qui est... Oh mon Dieu, il vient de passer. Je vais te dire ça sera pas trop long. Puis au pire, on coupera au montage, là. Ça m'a frappé, là. Ça s'appelle, dans le fond, Distance sociale, carnet d'un sociologue ambulant, dont l'auteur est Christophe Allaire-Sévigny. Je peux te montrer là, sur
Je sais pas OK. si tu le vois bien, là. Ouais, je vois. OK. C'est québécois? C'est un Québécois, un prof du cégep qui a fait un documentaire de 2 épisodes, mais bien ficelé, pour nous faire comprendre que l'école a 3 vitesses. Puis c'est en majeure partie de notre faute. Et honnêtement, je parle pas. Quand je dis nôtre, je pense à la société. Puis j'ai compris, dans le fond, que la société, le gouvernement, c'est pas juste le parti politique, c'est le peuple. Puis le peuple, au nom d'avoir des meilleures chances, ben il y en a qui ont été fins renards, fait que le privé est embarqué, je comprends. Fait que les gens que. Puis là, le public, lui, a voulu compétiner avec le privé, fait qu'ils sont fait aussi un programme élitiste. Et moi, dans les années 90, là, moi, j'étais dans un programme régulier. Je pourrais, si j'allais dans un programme régulier aujourd'hui, c'est plus le même scénario, là. Puis les programmes réguliers sont les jeunes, de ce que j'ai entendu dans le balado, sont considérés comme des moins que rien, là, comparativement, mettons, à des élèves qui font partie de notre programme d'élite, là, comme sport-études ou PEI, là. Je comprends. Puis les jeunes qui sont là, dans le programme régulier, ben, ils se sentent moins que rien. Puis c'est qui les responsables? Si tu es jeune? Non, c'est nous autres. On est bien d'accord. Puis j'insiste quand même sur les enfants du privé, parce qu'il y a de la réussite, mais la question toujours que je me pose, parce que je les ai dans mon bureau comme les autres, c'est à quel prix? C'est-à-dire que je suis capable de dire que les enfants que je vois le plus faire des burn-out, puis je parle de burn-out d'enfants, Pardon? beaucoup sont dans le système privé. C'est-à-dire qu'ils sont pressés comme des citrons. Tu sais, quand tu as commencé dès la maternelle puis que tu finis ton secondaire 5, les gamins, ils sont exsangues, ils en peuvent juste plus. Ils me le disent, j'en vomis mon école, tu sais. De tout, en fait, du cadre, de tout. Puis ils sont pas bien. Donc, en fait, quel que soit le système, c'est des gamins qui finissent dans mon bureau, en fait. Donc, est-ce qu'en tant qu'adulte, comme tu dis, on est responsable? Ben oui, le « on », c'est nous tous. Arrêtons d'essayer de trouver des solutions à coup de petites enveloppes budgétaires en disant on sera un peu plus nombreux, donc ça va marcher. Non, on va faire toujours plus de trucs qui ne marchent pas, mais on sera plus nombreux. Donc, qui va avoir le courage de dire changeons profondément les choses? Puis, tu sais, c'est pas uniquement pour nos enfants, c'est-à-dire qu'on voit bien que notre société, puis que les crises qui s'en viennent, je veux dire, actuellement, les gamins que j'ai dans mon bureau sont incapables de dealer avec les crises qui s'en viennent. C'est sûr, incapables. Je veux dire, ils se gèrent pas, les gamins. Ils sont botchés partout. Par nous, puis par nos systèmes. Puis là, on dit, c'est la future génération qui va peut-être sauver notre planète. Mais est-ce qu'on peut arrêter de rigoler, là? Ça marche pas. Dire, on est en train de préparer des enfants dans nos systèmes pour autre chose que ce qui va se passer bientôt. On continue à fonctionner dans un système où on les prépare, comme dans les années 40, 50, comme moi j'ai été à l'école où on me préparait pour être, tu sais, un bon petit citoyen. Plus ça. On a besoin de travailler sur l'interdépendance, de renouer avec le vivant, avec la nature, de faire comprendre aux enfants que les enjeux qui se passent, tout ce qui est écologique, d'avoir une conscience aussi de l'autre, de l'empathie, de la solidarité, de la coopération. C'est ça qui va être nécessaire. Puis aussi d'être capable de mettre en valeur la singularité de chacun, en valorisant oui, tu n'es peut-être pas super bon dans tel domaine, mais cette compétence-là que tu as, c'est ça qui va être la pierre à l'édifice sociétal. Alors qu'il y a des gamins qui rentrent dans la société, puis que j'entends, puis qui se sentent poches en tout. Parce que dans le système qui les évalue, ils sont, entre guillemets, considérés comme poches. Mais ces enfants-là qui vont aller dans la société, puis qui vont faire quoi? Ils vont tout le temps porter ce poids-là de « je vaux pas grand-chose ». Alors que moi, je les vois dans mon bureau, le gamin, je peux pas vous les montrer, mais j'ai des dessins, par exemple, d'un gamin. Je me dis « OK, puis ce gamin, il est en échec complet. » Mais il dessine, c'est un génie, ce gamin. Tu sais, je veux dire, voilà, il y a des trucs qui sont pas valorisés, mais ce gamin-là, c'est un génie dans plein d'autres trucs.
puis il montre qu'il est capable de dessiner des plans d'autres choses, de conceptualiser des machines, tu sais. La société, elle va avoir besoin de ce petit gars-là. Mais actuellement, on lui dit, t'es complètement déconnecté, mon pauvre. Prends ta pilule, on espère probablement que ça va t'aider. Ben non, pas comme ça que ça marche. C'est... Pour le cancre que j'étais, là, Céline, là, parce que moi aussi, là, j'étais peut-être un incompris, là, on peut dire ça. Puis de voir qu'on continue cette recette-là, moi, ça m'atteint. Okay? Ça m'atteint parce que ça vient chercher mes douloureux souvenirs du passé. Et je suis, comme tu as dit là, quelques dizaines de minutes, tu disais que tu es allé consulter pour t'aider avec un psychiatre ou un psychologue, là, peu importe. Moi aussi, c'est pareil. Fait que de voir... Puis moi, mes efforts que je fais en ce moment, puis c'est la raison pour que je fais le pacte de compassion, c'est d'être en paix avec ça. Pour moi, c'est super important parce que le jour si je ne suis pas en paix avec ça, je ne suis pas capable d'accompagner mes jeunes. Je fais juste reproduire ce que j'ai vécu, puis je leur donne un héritage que je n'ai pas envie de donner. C'est ça. Fait que la raison pourquoi je fais le pacte de compassion, de un, c'est pour moi, ça, c'est la première des choses. De deux, je suis régulièrement un psychologue, je suis suivi. Puis la troisième, c'est, je souhaite un avenir meilleur. Je souhaite un avenir meilleur pour mes enfants, pour les futures générations, parce que je partage ton idée, je suis très inquiet pour l'avenir. Je suis très inquiet. Puis j'aime autant avoir cette inquiétude, puis d'avancer, puis de continuer vers le pacte de compassion, que plutôt me dire « Ah, mais c'est pas grave, ça va bien aller, puis on va rester avec nos lunettes roses dans un monde de licorne, mettons. » OK? Fait que j'aime autant faire ça. C'est ma petite révolution à moi. OK? C'est ma manière à moi de faire du down top, parce que toutes les décisions viennent d'en haut, mais à partir de là, moi, qu'est-ce que je peux faire pour aider les enfants? Mais je propose des choses. Puis la vie m'amène des belles opportunités. Je vais pouvoir expliquer ça au Salon de l'apprentissage à Montréal, qui va avoir lieu en avril. J'ai vraiment hâte de partager ça. Je ne sais pas comment ça va être accueilli, mais c'est pas important. Moi, l'important, c'est que je fais juste partager quelque chose qui se passe chez moi, puis voir si ça résonne avec eux. Puis si ça résonne avec eux, allons plus loin. Si ça ne résonne pas, moi, ça résonne dans ma classe, et je vais le faire chez nous. Ça finit là. Tu sais, ça résonne forcément chez d'autres personnes. Puis petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, oui, moi, il y a plein de gens qui me reviennent puis en disant « OK, mais non, tu peux pas dire ça ou autre, c'est n'importe quoi. » Mais je m'en fous, je les ai, les enfants en face de moi, puis je vais continuer. Puis je parle beaucoup des politiques, mais je crois pas tant à l'action politique qu'à l'action citoyenne. Puis je pense que c'est par nous, effectivement, que ça va partir, que ça part, puis que les initiatives, faut peut-être qu'on soit un petit peu plus... moins ambitieux, puis de partir sur des choses plus réalistes, plus concrètes. Et moi, maintenant, je me dis, voilà, si tu as pu faire son chemin dans l'esprit d'un adulte, puis que cet adulte se dise, est-ce que je vais bien, moi? En tant que, tu sais, est-ce que je vais bien? Est-ce que j'aurais besoin de prendre soin de moi, puis d'aller consulter, puis d'être plus en paix, comme tu l'as dit? C'est essentiel. Je pense qu'il faut absolument qu'en tant qu'adultes qui avons la responsabilité des enfants, quel qu'on soit, il faut être déjà bien avec nous-mêmes. Il faut accepter qu'on soit vulnérable parce que du coup, si on n'accepte pas notre vulnérabilité, on se rigidifie dans des postures. Puis les enfants, ils détestent les adultes avec des postures. Ils nous voient venir à 10 km, puis ils le disent, ce prof-là, il se la pète. Cette médecin-là, elle se la pète. Tu sais, c'est clair que les enfants, ils ont des GPS à ça. C'est des animaux sensoriels. Donc, s'ils ont en face d'eux quelqu'un qui joue un rôle, ils le sentent. Mais c'est sûr que quand est-ce qu'on joue un rôle, notre petit costume qu'on prend, c'est quand on n'est pas bien, on est défensif. Si on est à peu près à l'aise, là, les ados, les enfants, avec notre style, ils vont adhérer à ça. Donc, c'est plus, j'ai envie... Dans mon livre, à la fin, je dis, le problème, c'est pas tant les enfants que les adultes. Il va falloir vraiment qu'on revienne à des choses, y compris revenir à un petit peu plus de fun dans nos vies. On parle beaucoup, tu sais, du truc qui a été galvaudé, New Age, là, l'enfant intérieur, mais c'est pas du tout un truc New Age, c'est la réalité.
C'est-à-dire qu'on a été élevés pendant des années, on était des enfants pétillants, pleins de vie, on avait plein d'envie, on se voyait plus tard, puis ensuite on est rentré dans le cirque sociétal, puis on a été comme modifié. Pour venir à ça, dans la permaculture, on dit revenir à la zone 00, qui est cette zone avant tout ce cirque. Et là, on touche au vrai nous, avec nos vrais potentiels, notre vraie singularité. Puis ce travail-là, en permaculture humaine, je conseille vraiment le livre de Bernard Alonso qui décrit bien comment redécouvrir notre zone, comment découvrir ce qu'il appelle nos niches. Moi, j'ai fait ce travail-là avec lui, de découvrir mes niches, c'est-à-dire les trucs que petite, j'étais vraiment, vraiment allumée, puis je faisais ça avec plaisir, puis j'étais convaincue que c'était dans le prendre soin, puis que ça allait correspondre avec le métier de docteur. Ben non, c'est le métier de transmettre, le métier de rendre les gens heureux, puis de parler aux gens, tu sais. Puis je me suis dit, OK, ma vraie mission, elle est là. Oui, bien sûr, je continue ma job, mais là où je m'éclate, c'est ce que je suis en train de faire avec toi, tu vois. Là, je m'éclate. On le sent. J'adore mon métier d'intention, j'adore mon métier, j'adore mes patients, mais en 1 pour 1, je me dis que je peux faire encore plus qu'en 1 pour 1. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est essentiel de retourner à nos niches puis à de ce qui nous anime vraiment, parce que là, on devient des adultes authentiques puis on embarque le monde. Est-ce que... tu vas rire. Est-ce que tu aurais envie d'aller en politique, Céline? C'est drôle, il y en a plein. Il y a Paul Arcand qui m'a dit si vous étiez ministre de l'Éducation. Je crois que Nathalie Normando m'a dit si vous étiez ministre. Non, pas du tout, parce que pour vrai, j'ai peur de me faire briser. Puis j'aime trop le terrain. Puis j'ai peur d'être... Puis ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai tellement de choses à faire. J'ai aussi 4 enfants, accessoirement. Mais, 4 enfants? Wow. Mais j'aime ça, j'aime l'idée d'être sur le terrain. Puis là, actuellement, c'est plus de me dire, maintenant que les choses sont un petit peu lancées, puis tu sais, les alertes sont là, c'est comment s'allier avec des personnes qui ressentent la même flamme et puis qu'on va porter ce message-là, puis qu'on lâchera pas. C'est pas grave si on n'est pas reçu par les ministres, on s'en fout, mais tu sais, c'est travailler à côté, puis dire, voilà, nous, on est comme une contre-force. Et voilà ce qu'on propose, puis on lâche pas, puis on fait des micro-programmes, on fait des conférences, on fait des colloques, mais on vous lâchera pas avec cette information-là. Donc, c'est s'allier, oui, entre professionnels de la santé, de l'éducation, des parents, des associations, les centres jeunesse aussi, j'en ai pas parlé, mais voilà, tous ces professionnels qui ont des responsabilités face à l'enfant. Donc, tous les gens animés, qui ont la flamme. OK. Si on parle d'allumer que la flamme, est-ce que tu es en mesure de me dire si tu fais cavalier seul en ce moment ou il y en a d'autres qui font la même chose que toi? Tu veux dire par rapport à ce message-là? Ce message-là, il est porté par énormément de mes confrères. Tu sais, les pédiatres, les médecins de famille déjà, parce qu'eux me disent on est envahis de demandes pour de la médication, puis ça devient du grand n'importe quoi. Tu sais, il y a eu les pédiatres qui ont tiré la sonnette d'alarme il y a quelques années, qui ont fait une pétition. Il y a eu la commission parlementaire en 2019 sur le surdiagnostic. Donc, si je suis seule là-dessus, non. C'est pour ça que je me sens très solide, clairement. Mais c'est sûr que, et j'ai bien conscience, il y a aussi beaucoup de parents puis d'associations qui me disent « Oui, mais là, attention, parce que le TDAH, ça existe vraiment. » Puis je dis pas le contraire, bien sûr. Ah oui, ça existe. Oui, ça existe. Puis oui, j'en diagnostique tous les jours, puis oui, je prescris. Ce que je questionne, c'est, a-t-on bien posé les diagnostics? Puis c'est toujours la même chose. C'est quoi la trajectoire de cet enfant-là? Puis si c'est bien fait, aucun problème. Donc, non, je fais pas cavalier seul, mais dans le sens où, pour le moment, je réfléchis à que faire de tout cela et de ce mouvement, parce que c'est sûr qu'à la sortie du livre, il y a eu beaucoup de passages médiatiques, etc., beaucoup de demandes. Puis j'aimerais prendre le temps de penser quelque chose qui ne serait pas dans la solutionnite aiguë, parce que ça irait vraiment à l'inverse de ce que je veux faire. Donc, voilà. Ça a plein de sens, parce que pourquoi je te pose cette question-là? Parce que j'ai eu l'opportunité sans nommer, mais mes auditeurs vont comprendre tout de suite. J'ai eu l'occasion de jaser avec une autre professionnelle de la santé. Puis, c'est pas évident
parler de ce que tu oses parler. C'est ça que je veux dire. Ah bon? OK, mais c'est ça, oui, visiblement, c'est ce qu'on Peut-être me au dit. nom de la déontologie, peut-être au nom de... Mais en même temps, il n'y a rien de particulier, c'est-à-dire j'ai observé depuis 20 ans tous les systèmes, puis je donne mes observations de ces systèmes, forts de statistiques, forts d'études, de recherches. J'ai nommé il n'y a pas tout à l'heure Marie-Christine Brault, qui est sociologue, qui parle du surdiagnostic, qui est extrêmement solide là-dessus. D'ailleurs, on doit se contacter pour voir comment on peut collaborer. Tu sais, il y a cette commission parlementaire, j'invite tout le monde, la commission parlementaire est accessible. Donc, je veux dire, c'est pas juste une intuition du docteur Lamy. Puis, je le redis, il n'y a pas de bashing, ni des médecins, ni des parents, ni de l'école, mais il y a un questionnement sur on fait quoi en termes de société. Puis, si on peut même pas dire ça, alors, voilà, je vais continuer quand même. Il n'y a rien, tu sais, en termes de déontologie, je suis pas du tout inquiète, du tout. Puis, comme je l'ai dit dans un de mes posts, les enfants crient par leurs symptômes que ça va pas, que le monde a perdu la tête. Il est hors de question que je reste dans le silence. Les enfants sont d'un courage incroyable. J'ai un petit chandail de mes enfants où il y a marqué « Les enfants restés en colère ». Excuse-moi, ça me rend émotive d'un coup. « Les enfants restés en colère parce que c'est votre seule chance ». C'est clair que non, je ne me tairai pas parce que, voilà, c'est assez. Il faut qu'on bouge, puis on peut le faire en douceur. Je dis désobéissez, puis ça ne veut pas dire qu'on va lever les barricades. Il n'y a pas besoin de répression. On va le faire en douceur, mais il nous faut une armée d'adultes bienveillants. Ça résonne. Je veux juste te dire, Céline, ça résonne beaucoup ce que tu me dis. Ça me donne envie d'aller plus loin dans cette énergie-là. Déjà que je suis déjà dedans, là, OK? Puis, sans aller nécessairement dans les détails, parce que j'ai un souci, dans le fond, de préserver l'anonymat de certains élèves que j'ai eu dans le passé, mais ce que tu as raconté a expliqué beaucoup de choses sur des jeunes que j'ai eus, hein? Puis que ça m'inquiète énormément de voir ce qui va se passer par la suite. Je suis très inquiet, puis c'est de l'amour, là, tu sais, c'est pas... Ouais. Fait que je suis... J'espère... J'ai juste le souhait qu'on écoute ce balado-là, juste pour qu'on puisse commencer à réfléchir pas sur notre pratique, mais juste réfléchir sur, bon, OK, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, tu sais? Qu'est-ce qu'on pourrait faire davantage? Où est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Puis je veux juste prendre un moment aussi. Je sais que tu es une personne très occupée. Ça fait déjà 1 heure qu'on discute ensemble, mais je veux juste prendre un moment pour te remercier du fond du cœur de me laisser ce moment-là parce que, tu sais, le balado, pour être tout à fait transparent, c'est un balado qui se veut égoïste parce que c'est là pour améliorer ma pratique, OK? Puis je suis servi par ta générosité, puis je me suis rendu compte que ça aidait beaucoup de monde. Fait que merci énormément. Je suis déjà dans ma partie, dans le fond, en rafale. J'ai mes questions. Tu veux aller par une réponse courte, ça va. Sinon, ouais. Hey, c'est pas grave. Je vais suivre ta vague. Ça va? C'est bon. Pour Céline Lamy, l'éducation, c'est quoi? L'éducation, c'est apprendre à grandir. OK. Ton plus grand succès? D'oser dire. Ça me rend émotionnelle, désolée, mais là, d'oser dire enfin. Parce qu'on t'a tenu au silence, Céline? Non, pas du tout. Okay. Non, du tout, mais d'oser dire, c'est-à-dire d'être enfin libérée dans ma parole, pas parce qu'on m'empêche, mais parce que c'est ça. J'ai eu des phases dans ma vie où j'étais très consensuelle depuis toute petite. Donc, c'est pour ça que dans mon livre, je remercie le Québec, parce que le Québec a fait renaître et revivre la petite Céline de ses 8-9 ans qui était point levé, cheveux au vent et pieds nus dans la rosée. Donc, pour ça, mais le Québec, c'est mon amour à vie. Wow, OK. C'est tout qu'un... OK, c'est beau, merci. Ton plus grand apprentissage, c'est quoi, Céline? Mon plus grand apprentissage?
Oh, c'est une question pas facile, ça. Mon plus grand apprentissage, c'est de me donner du doux et de la compassion. Puis c'est un apprentissage très récent. Mais c'est le plus grand, en fait. J'ai appris à care, à take care, mais j'avais jamais pensé que prendre soin de moi, c'était une énorme qualité et une nécessité. Je pensais que c'était quelque chose de l'ordre de presque de l'égoïsme. Puis j'ai appris que c'était essentiel. Oui. J'ai eu un podcast avec Jérôme Grenier, un enseignant en éducation physique, qui m'a fait réaliser un peu quelque chose. Et depuis son entrevue, je me suis mis dans l'idée pour trouver un sens à ma vie. Dans le fond, j'étais en recherche de sens. J'ai décidé de partir au travail à pied à chaque matin. C'est 3,5 km de pur bonheur. C'est ça. Ouais. Là, je crois. Ouais. Complètement. Une personne qui a un impact positif dans ta vie. Monsieur Schulz, professeur de 3e, qui était mon professeur de littérature, qui m'a révélé à la littérature et au français, puis qui m'a donné toutes les bases, c'est-à-dire qu'après, tous les autres profs ont été insignifiants dans ma vie. C'est lui qui m'a appris à structurer ma pensée, à écrire. Je lui ai écrit d'ailleurs une lettre qui était pas, parce qu'il est en France, puis c'est maintenant un vieux monsieur. Puis un jour, j'ai reçu une lettre à l'hôpital de Saint-Jérôme. Pour vrai? Puis il avait pas reçu ma lettre, mais il avait vu que j'avais écrit un livre. Puis il se rappelait de la Céline qui avait 14 ans. Puis il voulait me dire combien il était fier de moi. Donc, je pense que c'est lui, de Monsieur Schulz, Daniel. C'est gratitude infinie. Je le cite en permanence, mais c'est ça. Bon, normalement, ma question suivante, ça devrait être nomme-moi un livre que toute personne devrait lire. Là, c'est le temps. C'est quoi le titre de ton livre? Ah, le titre de mon livre, Le drame des enfants parfaits pour une permaculture de l'enfance, Atelier 10. Facile d'accès, il est à 15,95, donc il est hyper accessible aussi au niveau du prix. Ça me rend fière parce que du coup, c'est ça. Oui, c'est le combat, ça. 40. Il est tout petit à lire, c'est un essai, il fait 67 pages, c'est des petits punchs, comme je les aime, donc voilà. Est-ce que tu es en mesure de m'en dédicacer un puis me l'envoyer puis je te donne l'argent en retour? Oui, l'argent, on s'en fout, mais oui, bien sûr. Yes, ouais. OK. Ta matière préférée, c'était quoi quand tu étais à l'école élémentaire? École, c'est curieux, mais moi, je suis née, en fait, avec un œil aveugle. Et puis, ça s'est découvert à la première année. Donc, en première année, du coup, on m'a caché l'œil qui voyait en se disant, on va essayer de faire marcher l'œil, mais il était trop tard. Puis, on m'a opéré, bref. Mais donc, j'étais dans l'école qui s'appelait Pauline Kergomar, l'école, qui a dit que jouer, c'est le métier de l'enfant. Et j'avais une enseignante fantastique, puis qui m'a appris à lire malgré mon handicap, puis au point où on me disait probablement que Céline, elle va devoir aller dans une école pour déficients visuels, puis elle a tenu bon. Alors, paradoxalement, pourtant, c'était mon canal sensoriel le plus déficitaire, mais ça a toujours été le français et la lecture. Je suis une lectrice, mais je bouffe des livres parce que je me dis que si un jour je perds mon œil qui marche, j'aurais déjà lu tout ça, en fait. Voilà, donc la lecture. Puis en fait, c'est quoi ma matière préférée? Mais je suis une éternelle étudiante, donc j'étudie tout le temps. Là aussi, je sais pas, c'est comme une avidité. Donc là, tu vois, je me suis inscrite en maîtrise de droit. Puis je travaille, je fais ça en plus. Donc j'aime étudier parce que c'est ça, il y a eu, dès le départ, peut-être, on m'avait dit que, tu sais, je pourrais peut-être pas aller dans une école normale et tout ça. Puis que, donc de fait, j'ai toujours eu une sorte de hargne dans le sens positif d'apprendre, une avidité d'apprendre pour prouver que j'étais capable. J'ai toujours voulu prouver que j'étais capable alors qu'on me disait, non, mais tu comprends, tu vois pas, tu ci, tu ça. Donc, voilà. Bon, je me souviens que cette professeure, elle me mettait en arrière de la classe parce que du coup, je faisais des dictées, mais comme je voyais pas, j'écrivais des lettres comme ça.
Mais comme j'étais excellente, les autres, ils pompaient sur moi. Donc, elle me mettait par terre pour pas que les autres trichent. C'était cute. Mais j'ai ces souvenirs-là, en fait. Puis j'écrivais comme à tâtons, mais c'était tout bon, malgré tout. Donc, le français, c'est vraiment... ça, je pense, ça se voit. Je suis une fille d'oral et puis d'écriture, mais c'est... Ouais. Mais tu m'as donné des clés de compréhension qui expliquent pourquoi tu as fait ce chemin-là que tu fais aujourd'hui avec juste cette réponse-là. Ça se peut-tu? Ben oui. Entre autres, hein, entre autres. Wow. Il y en a plein d'autres, mais oui, entre autres. Quand tu étais à l'école élémentaire, disons, est-ce qu'on t'a déjà considéré comme une élève cancre, c'est-à-dire une élève paresseuse ou une mauvaise élève, ou encore, comme on dit en Europe, en France, une flèche, ça veut dire une personne brillante et intelligente? J'étais toujours catégorisée dans les... on dit bolé. Mais ça a été très compliqué parce que c'est aussi mon histoire sur l'attachement. Moi, j'étais une fille de militaire et on bougeait tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où je restais parfois juste 6 mois. C'est-à-dire que j'arrivais en plein milieu de l'année puis je repartais avant. Ouais. Ce qui fait que j'étais la petite fille qui arrivait, qui était très bonne à l'école, mais qui arrivait toujours avant ou après puis qui partait. Ce qui fait que je détrônais souvent ou toujours le premier de classe. Donc, clairement, j'étais ciblée comme « elle fout quoi là, elle ?» Donc, j'ai vécu malheureusement à cause de ça. Ça, c'est une autre problématique, mais j'ai vécu énormément d'intimidation, en tout cas pendant une année d'enfer. J'avais détrôné la meilleure de classe, puis ça a été vraiment de l'intimidation extrême, tu sais, au point de se faire couper les cheveux de force par un groupe, se faire cracher dessus, enfin, intense. Puis, j'ai tenu pendant l'année jusqu'à une fois où j'étais plus capable. Puis, j'ai poussé cette jeune fille-là. Puis, l'enseignante l'a vue. Ah oui. Puis, elle m'a dit, « Combien sauvage, l'ami ?» Puis, je lui ai dit, « Laissez-moi être sauvage. » D'ailleurs, c'est marqué, c'est tatoué sur mes côtes. Mais elle a convoqué mes parents. Puis, c'est moi qui étais punie. Puis, on m'a obligée à être la meilleure amie de cette fille-là. Donc, on a invité cette amie toutes les fins de semaine chez moi. Parce que tu comprends, j'avais poussé mon bourreau. Et puis, c'est là où j'ai, tu sais, le côté du début des injustices, là, c'est là où j'ai saisi que quand l'adulte comprend vraiment pas les enfants, il comprend vraiment pas les enfants. D'où aussi ma quête de, je veux toujours bien saisir ce qui se joue pour un enfant. Il y a le comportement, il y a ce qu'on voit, il y a la petite Céline qui pousse une fois, la petite Vanessa, et puis il y a tout ça derrière qu'on n'a pas compris. C'est aussi ça ma quête. Il est hors de question qu'un gamin rentre dans mon bureau sans que je comprenne précisément ce qu'il vit. Et là, je lâcherai jamais. Je pensais pas que mes questions en rafale allaient expliquer la genèse de Céline Lamy. Extraordinaire. Hein, Céline, merci beaucoup pour ton temps, ta disponibilité. C'était un véritable bonheur de pouvoir discuter avec toi. Puis j'ai vraiment envie de reconnecter avec toi plus tard. C'est sûr. Plaisir partagé. À bientôt.